Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Equinox Télévision dans le cadre de ce magazine consacré au décryptage de l'actualité nationale et internationale par des personnalités de haut rang, par des universitaires de haut vol. Ce soir, nous déroulons le tapis rouge à un diplomate, un analyste politique, un universitaire, un juriste qui a travaillé avec les Nations Unies pendant plusieurs années. Le docteur Simon Munzu a été donc entre octobre 2014 et août 2016 en Côte d'Ivoire, donc comme représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Il a été chef par intérim de l'opération des Nations Unies sur les droits de l'homme au Rwanda et par ailleurs directeur des affaires politiques à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Ça, c'est sur le plan international. Sur le plan national, également, il a imprimé ses marques parce qu'il faut rappeler qu'en 1993, il a été porte-parole du comité permanent de la All Anglophone Conference à Buea. Il a également été membre du comité de rédaction des questions constitutionnelles issues de la tripartite de 1991 et il vient d'être désigné par un groupe de dignitaires chrétiens et musulmans pour être donc le porte-parole des coordinateurs du comité d'organisation de la conférence générale anglophone prévue à la fin du mois d'août. Dr. Simon Munzu, good evening. Good evening. This interview will be done in French. Are you okay with it? Well, I suppose, yes, we can try. I don't guarantee the level of my French, but I will try. Alors, dans la présentation qu'on vient de faire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié et qui est considéré comme un élément important dans votre parcours? Ou peut-être souligner sur le plan national que j'ai aussi été secrétaire national aux affaires économiques et sociales. Au secrétariat général du comité central du RDPC. Ça, c'est au début des années 90. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs à ce titre que vous avez participé à la tripartite de 91. Dont est issu le comité technique de rédaction constitutionnelle que vous avez évoqué. Oui, il y avait 11 personnes qui avaient été désignées pour cette rédaction-là. Tout à fait. Soit 4 anglophones, et vous étiez parmi les 4 anglophones. Tout à fait. Alors, mais il y a un autre élément. Peut-être que j'aurais dû préciser que vous êtes originaire de Ngouti, oui. C'est dans le département du Coupé Maningouba dans le sud-ouest. Tout à fait. Alors, quand y êtes-vous allé pour la dernière fois? Oh, je dirais, il y a de cela peut-être 2 mois. Hein. 2 mois. Oui, mais depuis 2 mois, je n'ai plus y aller parce que, en raison de la situation sécuritaire, dans la mesure où toute la ville, pratiquement toute la ville s'est vidée de ses habitants, lesquels se trouvent éparpillés à travers le pays, aussi bien, je dirais même dans plusieurs régions du pays. Hein, dans un récent rapport fait par le Premier ministre, chef du gouvernement, lorsqu'il lançait le plan humanitaire d'urgence, il a indiqué, le plan d'assistance humanitaire d'urgence, il a indiqué qu'il y a 66 000 déplacés internes rien que pour la région du Sud-Ouest, avec au total environ 75 000 déplacés internes. Oui, en fait, et vous savez que pour certaines personnes, c'était une sous-estimation, parce que nous savons que d'autres chiffres, notamment celles fournies par les organisations internationales qui s'occupent de ces questions, évaluent le nombre de déplacés internes à plutôt 120 000 personnes, hein, sinon un peu plus. Sans compter les réfugiés. Sans compter les réfugiés qu'on chiffre aux environs entre 25 et 30 000. Est-ce que la situation pour vous dans les régions anglophones est une situation grave, très grave? Comment vous la qualifiez? Oh, je pense que tout le monde le sait, c'est une situation très, très grave. Hein? Si vous avez une situation où les gens qui avaient l'habitude de vaguer paisiblement à leurs occupations, subitement se trouvent obligés de quitter les habitations, abandonner leurs champs, ne plus aller à l'école, ne plus travailler, même pour les fonctionnaires, travailler. Est-ce que c'est une situation aussi préoccupante que celle
que vous avez vécu dans les pays où vous avez été mandaté, par exemple par le secrétaire général des Nations Unies, pour assurer la médiation, l'intermédiation ou toute autre chose? Bien sûr, en termes de l'intensité du conflit et les conséquences qui en découlent, on peut dire qu'on n'est au Cameroun pas encore au stade où les choses étaient arrivées, au moment où les Nations Unies se sentaient l'obligation de dépêcher ou bien de créer des missions de maintien de la paix dans ce pays-là. Objectivement, dans la situation du Cameroun, on n'est pas encore à ce niveau. Cela ne veut pas dire que la situation n'est pas grave, comme je venais de dire. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que la situation s'empérit. Est-ce que cela veut donc dire que ceux qui invitent les Nations Unies, par exemple, à commencer à s'intéresser à la situation du Cameroun, mettent la charrue avant les bœufs? C'est aller trop vite en besoin que de commencer à solliciter les Nations Unies dans la résolution de la crise anglophone? Disons, solliciter les Nations Unies, ça dépend dans quel sens. Si c'est pour venir régler les aspects, disons, politiques de la crise, forme de l'État, organisation des institutions et tout cela. Cela n'est pas nécessaire. Cela n'est pas nécessaire. Et parce que cela relève de la souveraineté de chaque État. Tout à fait. Ça n'entre pas dans les compétences des Nations Unies. Donc ceux qui disent que les Nations Unies viendront imposer la forme de l'État ou encore organiser obligatoirement un référendum et tout cela, ce côté politique des Nations Unies, en mon sens, ne se sentirait pas impliqué. Ouais. Par contre, la situation humanitaire est souvent un prétexte, si je peux utiliser ce terme, pour l'intervention de la communauté internationale. Est-ce que la situation aujourd'hui est telle qu'effectivement, on peut déjà penser à cette intervention de la communauté internationale des Nations Unies? Oui, je dirais que si on tient compte de la gravité de la situation, telle que la vie des populations, la situation est suffisamment, si vous le voulez, de telle sorte qu'on puisse faire appel éventuellement à la communauté internationale. Seulement, il faut quand même aussi noter que cette communauté internationale n'a pas les moyens illimités. Et dans la mesure où il y a plusieurs foyers de crise à travers le monde et que les Nations Unies soient appelées à consacrer ces moyens financiers, humains et tout cela pour intervenir dans cette crise, il y aura comme une sorte de priorisation de crise, de domaines d'intervention. Donc, je crains que les Nations Unies ne disent pas qu'à ce stade, la situation au Cameroun n'est pas suffisamment grave. Oui, mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez été, on a parlé à un moment donné de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Dans le cas du Rwanda, on a parlé de génocide. Est-ce que vous faites un lien, avec, est-ce qu'il y a une ressemblance? Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec la situation actuelle dans le pays? Oui, ça dépend de ce que l'on veut voir. Si c'est, par exemple, les actions qui sont commises dans cette crise, parce que nous voyons en anglais on dit footage, des vidéos et tout cela. Si on voit la façon dont les forces de défense et de sécurité, ou bien ceux qui sont présentés comme étant les forces de défense et de sécurité, traitent certaines victimes, on peut parler facilement de crimes de guerre, de violations graves des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. La question qui se pose est de savoir quel est effectivement le volume de ces exactions. Parce que, voyez-vous, pour que la communauté internationale sente le besoin et la nécessité d'intervenir, je dois dire malheureusement,
il faut que les actions atteignent un certain volume, un certain degré de gravité. Ben pour nous, les citoyens... Mais on n'en est pas encore. Certains vous diront qu'objectivement, on n'en est pas encore là. Et vous dites quoi, docteur Samuel Monzou? Vous dites quoi? Oui, moi, en tant que Camerounais, citoyen camerounais, je dis que tout degré de souffrance de nos populations, de quelques régions qu'elles soient, de quelques localités qu'elles soient, devrait être évité. Oui, donc là, vous parlez avec le cœur, parce que là, vous êtes Camerounais. Tout à fait. Maintenant, en tant que diplomate et avec l'expérience que vous avez ailleurs, vous estimez que, bon, il y a encore des marges qui peuvent être gérées avant de plonger dans une situation où on sollicite effectivement la communauté internationale. Tout à fait, tout à fait. Alors, sur cette question-là, peut-être avant de revenir plus tard sur les conditions exactes dans lesquelles l'ONU peut être sollicitée et comment se comporte l'État à ce moment-là, il y a des initiatives qui ont été prises jusqu'ici par les pouvoirs publics, des missions qui ont été mises en place, des mesures qui ont été prises dans le sens de la résolution de cette crise-là. De façon globale, peut-être en un mot, quel regard portez-vous sur ces missions, sur ces observations, sur les solutions qui jusqu'ici ont été envisagées dans le sens d'un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Je dirais en résumé que ces mesures sont d'abord insuffisantes et ensuite inadaptées. Voilà. Quand je dis qu'elles sont insuffisantes, la preuve, c'est qu'elles n'ont pas réussi à mettre un terme à la crise. Si elles suffisaient, on serait déjà sorti de la crise. Alors, et ensuite, elles ne sont pas adaptées à la nature de cette crise en termes de causes profondes, comme on dit en anglais, the root causes, ce qui est véritablement à la racine de cette crise. Les mesures qu'on a proposées et appliquées jusqu'ici, à mon sens, ne vont pas ne s'adressent pas à la cause même de cette crise. Et c'est donc la raison pour laquelle on imagine le cardinal Toumi et un certain nombre de dignitaires chrétiens et religieux viennent donc de se retrouver à Douala, c'était le 25 juillet dernier, pour proposer la tenue à Boya dans quelques jours, à la fin du mois d'août, d'une conférence générale anglophone. Oui. Je pense que la démarche du cardinal Toumi et ses frères prélats qui ont convoqué cette conférence générale anglophone répond à un souci. Le souci d'une bonne analyse du problème anglophone. Parce que si vous allez prescrire un remède à un malade, il faut d'abord faire un diagnostic fiable. Or, on a l'impression que malgré le fait que nous soyons en crise depuis pratiquement 2 ans, de part et d'autre, on n'a pas pris le temps d'analyser la situation et déterminer le caractère réel de cette crise. De quelle façon cette conférence, qui est prévue donc à la fin du mois d'août, pourrait permettre de faire ce diagnostic-là dans le sens que vous indiquez? Premièrement, ce diagnostic va impliquer la totalité de la population. Autrement dit, les populations anglophones. Les populations anglophones, les populations de 2 régions concernées. Parce qu'il faut que ces populations se retrouvant ensemble analysent la situation pour ressortir de manière exacte les composantes de cette situation. Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que ça fait mal? De quoi se plaint-on exactement? Oui, ça c'est sur l'esprit du projet qui est initié. Qui a été initié. Maintenant, vous avez dit qu'il y aura
ça concerne les anglophones. Oui. Il y a une autre question qui va se poser. C'est qui est anglophone? Oh non, cette question, effectivement, les gens la posent, mais je ne sais pas si c'est par mauvaise foi ou par ignorance. La particularité de notre pays, et surtout de la partie dite anglophone, est que depuis la réunification du Cameroun anciennement sous tutelle britannique, donc le Southern Cameroons, et le Cameroun anciennement sous tutelle française En 1961. en 1961, et surtout depuis la disparition de l'État fédéral En 1972. en 1972, on n'a plus invocable une appellation pour les deux régions anglophones prises ensemble. Avant 1961, on parlait de British Southern Cameroons pour l'ensemble de ce territoire. Parce que remarquez-vous, il s'agit d'un territoire et d'un peuple occupant, ressortissant de ce territoire. Donc, jusqu'en 1961, l'indépendance et la réunification, ce territoire était dénommé par British Southern Cameroons. En 61, précisément le 1er octobre 61, À la réunification. ce territoire accède à l'indépendance en s'associant À la République du à la Cameroun. République du Cameroun, déjà indépendante depuis le 1er janvier En 1960. pour constituer un nouveau pays et un nouvel État dénommé la République fédérale du Cameroun. Et vous constaterez que, à cet instant-là, la République du Cameroun, juste là, indépendant et souverain, cessait d'exister pour devenir l'État fédéré du Cameroun oriental au sein d'un nouvel État appelé la République fédérale du Cameroun. Parallèlement, British Southern Cameroons, nouvellement indépendant et en même temps unifié à la République du Cameroun pour former la République fédérale du Cameroun, cessa D'exister. lui aussi d'exister Oui. pour devenir l'État fédéré du Cameroun occidental. Et ce sont ces deux entités Mais voilà, qui constituent désormais donc, dans la République fédérale du Cameroun. Mais voilà, je vais donc dire que entre le 1er octobre 1961 et le 6 juin, je pense, 1972, le territoire dont on parle, qui nous concerne en ce moment, était connu sous la dénomination de the Federated State of West Cameroon, l'État fédéré du Cameroun occidental. OK? On arrive en 72. La fédération disparaît. On instaure L'État unitaire. Et à cette occasion, on scinde ce territoire en deux. On le coupe en deux pour en faire deux provinces. La province du Nord-Ouest et la province du Sud-Ouest. Ça, c'est l'organisation administrative Mais voilà, issue oui, mais, de la République unie du tout Cameroun. à fait, Oui. tout à fait. Mais par conséquent, quand on veut se référer, depuis cette date-là, quand on veut se référer à ce territoire dans son ensemble, on ne peut plus parler de British Southern Cameroons. On ne peut plus parler de West Cameroon. Et à partir de ce moment, on parle de anglophone Cameroun. Alors, c'est important de souligner ça, parce que pour que le téléspectateur sache que dans ce contexte, quand on parle de Cameroun anglophone, English speaking Cameroun, anglophone Cameroun, la connotation d'anglophone ici n'est pas linguistique. Il ne s'agit pas de la langue anglaise.
il s'agit d'un territoire occupé par un peuple qui désormais avait d'autres appellations, mais qui depuis quelque temps, on l'appelle le Cameroun anglophone. À partir de là, quand les populations, le peuple de ce territoire veut se réunir et qu'on dise qu'il s'agit d'une conférence des anglophones, ce n'est pas une conférence de personnes qui parlent anglais. Oui, c'est les anglophones qui sont invités à cette conférence-là. Oui, tout à fait. Sur l'appellation des régions anglophones, il n'y a pas de problème. Je dis parce que la démonstration que vous avez faite tout à l'heure vise à expliquer, de mon point de vue, ce qu'on appelle les régions anglophones. Maintenant, qui est anglophone? Oui, mais encore une fois, je vous dis, qui est anglophone, dans ce contexte, ce n'est pas tous ceux qui parlent et manipulent bien la langue anglaise. Ce n'est pas ça. Il s'agit de qui donc? Sinon, les Anglais qui sont au Cameroun seront invités à cette conférence. Les Ghanéens qui sont au Cameroun, qui manipulent l'anglais, seront invités à ces conférences. Les Nigériens qui sont au Cameroun seront invités à ces conférences. Donc ce n'est pas une conférence pour les gens, les personnes qui manient bien la langue anglaise. Et dans l'autre sens, il y a nos populations, surtout en milieu rural, qui ne parlent ni anglais ni français dans les deux régions. On va dire qu'ils sont des anglophones. Vous comprenez? Et on dit qu'ils sont anglophones parce qu'ils sont ressortissants de ces deux régions dont je parle, dont on parlait tout à l'heure. Donc, encore une fois, j'insiste, et il faut vraiment que ça soit clair dans l'esprit de tous les Camerounais, que dans ce contexte, quand on dit anglophone, cela ne veut pas dire ceux qui manipulent bien la langue anglaise. Il s'agit donc de ceux qui sont... Les ressortissants. Oui. Les ressortissants de 13 départements, 7 au nord-ouest et 6 au sud-ouest, qui constituent le territoire anciennement appelé British Southern Cameroon. Voilà un élément. Oui. Et cela est précisé dans le communiqué de Prila. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont des parents qui sont installés dans cette région, peut-être depuis l'indépendance, qui sont installés dans cette région, qui ont eu des enfants dans cette localité et qui sont peut-être originaires des autres 8 régions francophones du Cameroun. Est-ce que ceux-là ne peuvent pas être considérés comme des anglophones? Non seulement ils ne peuvent pas être considérés, ils sont considérés. Ils sont considérés comme des anglophones dans le sens que j'ai décrit tout à l'heure. Autrement dit, ils sont considérés au même titre que ce qu'on appellerait des autochtones. Oui. Vous voyez? Parce que dans notre esprit, même avant la réunification, et ça encore, il faut que les Camerounais le sachent, bien avant la réunification, pour diverses raisons, des Camerounais originaires le Cameroun sous tutelle française s'étaient émigrés et s'étaient installés dans le British Southern Cameroon. Il y a eu de nombreuses familles, si on peut citer quelques exemples, de Bamileke, de Bassa, de Bakoko, de Boulou, de Zewondo, de Aoussa, un peu partout. Ils se sont installés. Alors, et ça c'était à l'époque coloniale. Et à l'indépendance, quand le British Southern Cameroon a accédé à l'autonomie, allez faire vos recherches. Vous verrez que beaucoup de personnes qui ont occupé de postes clés dans l'administration d'abord de British Southern Cameroon, ensuite de Federal State, l'État fédéré de Cameroun occidental, étaient des Camerounais de ces régions dont les origines ancestrales se trouvaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui les 8 autres régions. Donc pour nous, ceux-là sont à part entière des anglophones dans le sens que nous avons expliqué tout à l'heure. C'est pour cela que
Dans le communiqué des prélats, il est dit que sont invités à cette conférence tous les citoyens camerounais dont les origines ancestrales se trouvent dans l'un ou l'autre des 13 départements des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ça, c'est la première catégorie. Oui, qu'ils soient installés en région anglophone voilà, ou pas. Voilà, qu'ils soient installés en région anglophone ou pas, ou qu'ils soient dans le monde, parce que la conférence est ouverte à tout ça. Deuxième catégorie, les citoyens camerounais dont les parents et grands-parents, sans avoir le lien ancestral avec ces 13 départements, se sont installés de manière permanente dans cette région avant le 1er octobre 1960. Et là encore, ceux-là sont invités à cette conférence où que soit leur résidence. Ils peuvent être aujourd'hui à l'étranger et qu'ils décident de venir à cette conférence. Ils sont invités parce que nous les considérons à part entière comme étant ressortissants de ces deux régions. Il y a une troisième catégorie. Oui, quelle est la troisième? Je pose la question. Non, en ce qui concerne les catégories invitées, voilà les deux catégories. Très bien. Alors ça, c'est pour les gens qui sont invités. Maintenant, sur le mode opératoire, comment ça va se faire? Sur le mode opératoire, on imagine que ça va être des milliers de personnes, oui, tout à fait, qui sont conviées à cette rencontre. L'idéal aurait été que les Camerounais de ces deux régions se retrouvent au niveau, par exemple, d'arrondissement, au niveau départemental, pour délibérer et choisir leurs délégués à la Anglophone General Conference. Mais vous savez, les conditions sécuritaires dans ces deux régions aujourd'hui ne permettent pas qu'on procède de cette manière. Par conséquent, l'idée de ceux qui ont convoqué ces assises est de dire que tous les Camerounais qui sont qualifiés, c'est-à-dire qui entrent dans les deux catégories qu'on a évoquées, sont invités à cette conférence. Bon, ça pourrait donner des millions de personnes en principe. Et en ce moment-là, une fois arrivé à Buea, et à la suite de la séance d'ouverture, et constatant qu'il y a énormément du monde, de manière qu'on ne puisse pas travailler sereinement dans une foule, on pourra demander aux participants de se regrouper par disons, affiliation, par exemple, de groupes départementaux. Tous les ressortissants d'un département ici présent, retirez-vous et allez désigner séance tenante vos délégués, ce que vous n'avez pas pu faire au niveau départemental pour des raisons de sécurité, difficultés de mouvement et tout ça. Donc, pour prendre un exemple, si on constatait qu'il y a 2000 ressortissants du département d'Indien présents, et qu'on dise, chaque département, proposez-nous 200 délégués, les 2000 vont se retirer, discuter entre eux et identifier leurs 200 représentants. De la même manière, si les différents corporations décident qu'ils veulent participer en tant que tels, par exemple les avocats, les enseignants, les journalistes, s'ils veulent participer en tant que groupe identifié, ils se retirent, ils désignent leurs délégués. Docteur Mozou, sauf que dans le communiqué, Oui. on voit clairement que ça va se tenir sur 2 jours. Oui.
Est-ce que tout ce que vous expliquez là, en observant le modus operandi, peut tenir sur les 48 heures? Oui, bien sûr. Par exemple, si on consacre les premières demi-journées à l'exercice, comme vient d'évoquer tout à l'heure, hein, ça serait largement suffisant. Et un jour et demi qui reste seront suffisants pour les discussions, les débats et tout. D'autant plus que, vous savez, au moment où je vous parle, il y a des gens qui travaillent déjà sur certaines thématiques, qui analysent, qui élaborent, qui font des propositions, etc. Donc, il y aura des documents de travail déjà prêts à servir de base de discussion. Donc, ce n'est pas une affaire comme si on allait au marché. Tout ça. De Donc, toute évidence, la seule équation, la seule chose que vous ne maîtrisez pas encore jusqu'ici, c'est visiblement l'effectif, le nombre de personnes attendues. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas une donnée importante qui peut compromettre la qualité de l'organisation et hypothéquer l'efficience de cette conférence générale anglophone? Pas nécessairement. Je dis que dans des conditions idéales, on aurait préféré avoir... élargir au niveau voilà. Oui, mais malheureusement, la conjoncture sécuritaire ne permet pas de faire cela. Donc, on doit faire avec ce qu'on a. Sinon, on prend l'exemple de la première All Anglophone Conference qui s'est tenue à Buea en 1993 et la deuxième à Bamenda en 1994. C'était pratiquement le même schéma. Et pourtant, en 2 jours, pour Buea, c'était le 2 et le 3 avril 1993, la qualité de débat, le résultat de ce débat était vraiment de très bonne qualité. Est-ce que vous avez une idée sur la manière dont les choses s'étaient déroulées? C'était combien de personnes à peu près? C'était combien de... Je veux dire, les effectifs qu'on a eu à cette différence. Je rappelle qu'en 1993, vous étiez également porte-parole du comité permanent. Oui, en 1993 d'abord, avant de devenir porte-parole du comité permanent, issu de la première All Anglophone Conference, j'étais parmi les 3 personnes qui ont convoqué cela. Oui. Oui, qui avaient convoqué cela. Combien de personnes avez-vous? À l'époque, on l'avait estimé la participation à 5 000 personnes. 5 000 personnes. Oui. Et à Bamenda, c'était... À Bamenda, c'était pratiquement la même chose. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut atteindre le cap de 5 000 dans les conditions de sécurité actuelles? Enfin, pour cela, votre réponse peut être aussi valable que la mienne, parce qu'évidemment, c'est une préoccupation. La conjoncture, la situation sécuritaire est telle que ceux qui auraient aimé être là, certains pourraient hésiter, d'autres encore vont peut-être exprimer des difficultés, faire face à des difficultés pour le déplacement. Imaginez quelqu'un qui va quitter Nkambe, dans le département de Donga-Mantung, pour venir à Buea, quelqu'un qui va quitter Mundemba pour venir à Buea, on voit que pour certains, ça serait assez difficile. Est-ce que le cardinal et les dignitaires qui ont travaillé sur ce projet ou qui ont initié cela ont obtenu le hockey, le quitus du chef de l'État, du président de la République ou de la présidence de la République du Cameroun? Bon, je ne suis pas en mesure de dire s'ils ont obtenu ça ou pas. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est depuis longtemps que, comme vous avez évoqué tout à l'heure, en parlant de mesures que l'État, le gouvernement avait prises dans la perspective de chercher une sortie de cette crise. Autrement dit, le gouvernement veut qu'on sorte de la crise. Le chef de l'État, dans ce contexte, vous vous rappelez, déjà le 31 décembre 2016 et ensuite le 31 décembre 2017 évoquait la nécessité du dialogue. Évoquait la nécessité de sortir de cette situation et
avait dit que le dialogue était la meilleure voie pour arriver à une solution, résolution de cette crise. Donc, il va sans dire que le cardinal et les autres ne peuvent pas initier un projet comme celui-là sans obtenir le Tout à fait, dans la mesure où l'initiative du cardinal et ses confrères va dans le sens de la résolution de cette crise par des voies pacifiques, notamment à travers le dialogue, et que ces assises soient conçues comme une instance préparatoire à ce dialogue, il y a lieu de penser que le gouvernement ne verrait pas. D'ailleurs, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a indiqué que toute initiative prise dans le sens d'organiser le dialogue et de ramener la paix, toute initiative dans ce sens-là est acceptée. Tout à fait. Si je peux effectivement revenir sur ça, parce que vous voyez, le pouvoir dit, le pouvoir public dit qu'on a déjà entamé le dialogue, n'est-ce pas? Que les négociations qu'il y a eu lieu dans le cadre de comités ad hoc, un pour les enseignants, l'autre pour les avocats au début de cette crise, pour les autorités, cela était le dialogue. Ensuite, en octobre 2017, des délégations ont été dépêchées sur le terrain, conduites pour le nord-ouest par le Premier ministre et pour le sud-ouest par l'ancien Premier ministre, M. Mafani Moussongué, pour rencontrer la population. Ça aussi était présenté comme une forme de dialogue. Je vous propose de revenir là-dessus dans quelques minutes, parce que justement, on va revenir sur toutes les initiatives qui ont déjà été prises jusqu'ici pour vous permettre de bien comprendre si vous en avez tiré de la graine. Mais avant cela, sur les conditions sécuritaires, est-ce que vous avez des garanties que sur le plan sécuritaire, tout est bouclé et que cette rencontre va se tenir sans anicroche? Je ne peux pas dire qu'on a des garanties. Mais vous devez pouvoir rassurer les populations. Oui, d'accord, mais je ne peux pas dire qu'on a des garanties, mais je me demande, est-ce qu'il y a un moment où l'État du Cameroun est dérobé de son obligation d'assurer la sécurité des citoyens? À partir du moment où cette rencontre n'est pas interdite, on suppose que le pouvoir public vont, comme cela est de toute façon la responsabilité de l'État, ses prérogatives régaliennes, assurer la sécurité pendant ces assises. Le problème se poserait à cet égard seulement dans le cas où le gouvernement interdisait cette rencontre et que les organisations décident coûte que coûte à aller de l'avant. Alors parlons, c'est une hypothèse qui n'est pas envisageable. Parlons justement des critiques qui sont portées contre ce projet-là. Le premier élément porte sur le casting. Oui. Certains estiment, et vous avez certainement parcouru les journaux ces jours-ci, certains estiment que le cardinal est disqualifié pour initier un tel projet et porter une telle initiative au regard de son rôle antérieur dans l'exacerbation de la crise anglophone. Un mauvais procès? Oui, bien sûr que c'est un mauvais procès. Et je regrette que les Camerounais ont tendance à se donner un peu trop à cette manière d'analyser les choses et les personnes. Je dois déplorer le fait que dans notre pays, quelle que soit l'initiative que l'on prenne, on trouvera toujours les gens qui
sans même chercher à comprendre l'initiative, s'oppose presque automatiquement à cette initiative. Tout simplement parce que on a associé le nom de tel ou tel à l'initiative. Sinon, en ce qui concerne le cardinal Toumi, c'est un prélat, c'est un pasteur. Et qui dit pasteur, dit un encadreur des populations, non seulement celles qui sont directement dans ces congrégations, en l'occurrence les catholiques, mais les populations en général. Oui, mais le sentiment qu'on a eu lorsque cette crise a démarré, c'est que son discours n'était pas fortement rassurant. On a eu le sentiment que c'était un discours empreint d'appel ou bien de, je vais dire ça comment, on ne l'a pas entendu parler comme ceux qui sont dans le pouvoir ou au gouvernement, dans le sens de condamner de façon ferme. On a eu le sentiment plutôt qu'il semblait comprendre pourquoi les gens s'étaient rebellés et pourquoi les gens étaient descendus dans la rue. Et du coup, le sentiment qu'on a eu, c'est qu'effectivement, il était beaucoup plus proche du côté de ces anti-républicains que de ceux qui travaillaient à construire la paix. Non, mais justement, cette manière d'analyser, si vous permettez, n'est pas exacte. Au début de la crise, on ne pouvait pas dire qu'on avait d'un côté les républicains et de l'autre côté les gens qui étaient opposés à la République. Non. Au début de la crise, on avait d'un côté les gens qui se plaignaient d'un traitement qui leur était réservé suite à des revendications que le chef de l'État lui-même par la suite, et notamment à l'occasion de ce discours du 31 décembre 2016, avait reconnu comme étant bien fondé. Et donc, je pense que tous les Camerounais de bon sens et de bonne volonté ont été, comment dirais-je, se sont sentis vraiment abusés par le fait, le traitement qui avait été réservé à ces étudiants de l'université de Buea, à ces avocats, à ces enseignants. Et dans un tel contexte, que le cardinal déplore, comme d'ailleurs beaucoup de millions de Camerounais, anglophones comme francophones, et des étrangers d'ailleurs, qui regardaient ces scènes-là, voilà, dans la télé, qu'est-ce qui a fait que le monde entier prenne conscience de ce problème au départ? C'était des scènes comme ça. Donc, ne nous voilons pas la face. Au départ, la situation était de telle sorte qu'on ne pourrait que déplorer ce qui s'était passé. Certains sont allés même jusqu'à indiquer que le cardinal Toumi est le leader spirituel des ambazoniens. Oui, tout à fait. Vous l'avez lu, certainement. Oui, bien sûr. Lui il m'arrive de m'entretenir avec lui et quand on lui sort ça, il sourit. Alors, parlons de vous-même, docteur Mounzou. Vous êtes aujourd'hui le porte-parole et puis vous coordonnez le comité qui travaille sur la préparation de cette conférence générale anglophone qui va se tenir donc à la fin du mois d'août. Vous-même, c'est vrai que sur le plan international, vous avez réussi pas mal de choses. On a parlé de la RD Congo, vous avez travaillé la Côte d'Ivoire ou encore le Rwanda. Mais il semble qu'au Cameroun, vous n'avez pas beaucoup de chance. Hein. Certains vous présentent comme un loser. C'est-à-dire que vous perdez pratiquement sur tous les champs sur le plan national. Je prends un ou deux exemples. Oui. En 1991, on organise la tripartite. Oui. Vous participez à cette tripartite-là. D'ailleurs, à la fin, lorsqu'il est question de constituer le comité des rédactions, pour mettre tout cela en forme, dans le sens de la préparation de la Constitution qui va être adoptée en 1996, vous êtes membre de ce comité de rédaction, oui. Et vous êtes d'ailleurs parmi les 4 anglophones qui sont choisis sur les 11 qui constituent ce comité de rédaction. Vous l'avez d'ailleurs souligné à l'entame de l'émission, vous étiez alors secrétaire national aux affaires économiques et sociales au secrétariat général du comité central du RDPC. Oui. Aujourd'hui, cette constitution, beaucoup s'accordent à reconnaître qu'elle n'était pas la meilleure qu'on aurait pu avoir au terme de cette tripartite. Deuxième élément, cette tripartite... si on peut d'abord... Vous allez répondre. D'accord. Et puis, le deuxième élément en rapport avec cette tripartite, justement, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui en est issu,
on a le sentiment que c'était une grosse arnaque. Oui. Et donc, visiblement, vous avez travaillé pour rien. Oui, mais en quoi ça fait de moi un loser? Vous travaillez dans des projets qui n'aboutissent pas forcément à des résultats intéressants. D'abord, dans ce cas-là, c'est l'ensemble du Cameroun qui est loser, n'est-ce pas? Parce que c'est l'ensemble du Cameroun qui s'est doté d'une constitution en 1996. Mais pour revenir concrètement à ce que vous venez de dire, et d'ailleurs par rapport à l'allégation suivant laquelle je serais un loser, non, loin de là. Loin de là. Parce qu'effectivement, pendant les travaux du comité technique de rédaction des questions constitutionnelles, nous, les 4 anglophones, mais surtout les 3, parce que le 4e était le ministre Benjamin Itoé, et évidemment en tant que membre du gouvernement, il ne pouvait pas trop s'aventurer. Mais les 3 autres, Maître Kontang Elad, professeur Karse Anyangwe et moi-même, nous avons insisté que l'on tienne compte du problème anglophone dans la rédaction de la nouvelle constitution. Pourquoi? Parce que ce problème avait été évoqué par pratiquement tous les anglophones qui ont pris la parole pendant les séances plénières de la tripartite. Qu'ils soient membres du gouvernement, qu'ils soient membres d'un parti politique et qu'ils soient personnalités indépendantes, parce que voilà les 3 partis qui étaient à la tripartite. Gouvernement, parti politique, personnalité indépendante. Les anglophones, d'une manière ou d'une autre, ont évoqué ce problème. Donc nous avons donc insisté qu'on tienne compte de cela dans la rédaction de la nouvelle constitution. Et nous n'avons pas été écoutés, raison pour laquelle nous avons convoqué la All Anglophone Conference. En 1993. En 1993, pendant qu'on travaillait sur... Et c'était pour que les anglophones s'expriment. Et ils se sont exprimés. Oui. Ils se sont exprimés. Ils ont sorti la déclaration de Buea Declaration. Et nous avons produit un avant-projet de constitution fédérale que nous avons versé dans le débat. Mais oui, parce qu'effectivement, on a proposé le fédéralisme comme forme de l'État. Tout à fait. Au terme de cette rencontre de 93. Oui, tout à fait. Et on l'a fait parce qu'effectivement, l'analyse qui précédait cette proposition montrait bien qu'il y avait un problème anglophone et qu'on devait tenir compte de cela. Si on l'avait fait, si on avait tenu compte de nos propositions, je vous assure, chers compatriotes, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, nous qui avons fait des propositions qui tenaient compte d'une réalité qui est une réalité camerounaise, mais qu'on a voulu refuser son existence, on ne peut pas dire que c'est nous qui sommes les losers. Au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, les losers sont plutôt ceux qui ont prétendu balayer d'un revers de la main nos propositions. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé pour que cet élément-là, par exemple, ne soit pas pris en compte dans l'élaboration? Non, c'est tout simplement, comme on l'a fait au début de cette crise en 2016, c'était de refuser qu'il y a dans notre pays un problème anglophone qui consiste du fait que, alors que la réunification a mis ensemble 2 territoires, 2 peuples, 2 systèmes de gestion, etc., au fil des années, on s'est permis de progressivement effacer l'un de ces systèmes pour étendre l'autre système sur l'autre territoire. C'est aussi simple que ça. Tant que nous, les Camerounais, continuerons de nier cette réalité, le problème anglophone existera toujours. Parce qu'il n'est pas imaginable qu'au Cameroun, on puisse avoir un pays purement
francophones comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Gabon, etc. De la même manière, on ne peut pas espérer au Cameroun avoir un pays purement anglophone comme le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone et tout cela. Notre pays, la particularité de notre pays, c'est qu'il est constitué de deux territoires anciennement sous deux systèmes coloniaux. Et nous avons donc le devoir de savoir gérer cet héritage. Alors, Dr Simon Mounzou, donc, en 91, il y a donc cette tripartite-là. En 1993, il y a la All Anglophone Conference avec le projet que vous avez proposé pour les débats, le référendum constitutionnel qui a été annoncé. La forme de l'État proposée, c'est le fédéralisme. Et puis, il y a échec. Aujourd'hui, 25 ans après, le problème anglophone se pose avec beaucoup plus d'acuité. Le cardinal Toumi et un certain nombre de dignitaires chrétiens et musulmans proposent une autre conférence générale anglophone. Considérant que les mêmes causes produisent les mêmes effets, est-ce qu'on n'est pas en droit de penser qu'on s'achemine vers un autre échec? J'espère que non. J'espère que non. J'espère plutôt que nous avons passé, ou bien utilisé même, je dirais, les 25 premières années à mieux réfléchir, analyser la situation et reconnaître en 2018 que nous avons commis une grande erreur de ne pas prêter attention aux problèmes anglophones et les résoudre il y a 25 ans. Parce que si on le faisait, on ne serait pas là aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'on répète cette même attitude de rejet pour que dans 25 ans, on revienne encore au même problème. Sinon, en ce qui concerne la proposition, dire que elle a été rejetée il y a 25 ans, les mêmes causes produisant les mêmes effets et tout ça. Non, moi, je prendrais plutôt l'analogie d'un malade à qui on doit administrer des médicaments. Si vous êtes malade, vous avez le palu, on vous dit que cela se traite avec la Nivaquine. On vous donne cette Nivaquine, vous ne la prenez pas, vous ne guérissez pas. 2 semaines plus tard, on trouve que vous avez toujours le palu. Celui qui vous a prescrit la Nivaquine il y a 2 semaines va vous prescrire encore la Nivaquine. Alors, si on reste sur la même logique, docteur Mounzou, on peut conclure que, en réalité, on aurait dû faire l'économie de cette autre conférence générale anglophone qui est annoncée à Buea à la fin du mois d'août. Puisqu'en fait, le sentiment qu'on a, c'est qu'on sait exactement quel est le problème et ce qui reste à faire, c'est d'implémenter les solutions qui ont été proposées. Sauf qu'au cours des 25 dernières années, la situation s'est aggravée en termes de l'impact que ce phénomène a eu pour la vie et, en anglais, the life and livelihoods. Donc la vie et les moyens de vie de nos compatriotes camerounais de ces 2 régions. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'au cours de cette conférence-là, qu'émergent des questions ou des problèmes qui n'aient jamais été adressés dans le cadre des différentes rencontres qui ont eu lieu jusqu'ici, en tout cas depuis le début des années 90? Oui, bien tout sûr. Le monde sait quel est le problème anglophone. Non, tout le monde ne sait pas quel est le problème. Mais ces questions ont été adressées. Non, laquelle, par exemple? Docteur Mounzou, récemment, la commission Moussongué a été sur le terrain, a échangé avec les populations, a rendu un rapport le 5 juillet dernier,
ce rapport a été rendu public, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites. Tout à fait. Notamment, ouvrir le débat sur la forme de l'État, accorder une amnistie générale à toutes les personnes qui ont été interpellées dans le cadre de cette crise-là, restaurer la double nationalité, entre autres éléments. Ce sont des questions qui sont importantes, qui ont souvent été évoquées. Est-ce qu'il ne s'agissait pas tout simplement d'implémenter ces solutions-là et résoudre le problème, et donc faire l'économie d'une nouvelle conférence comme celle qui est annoncée à Buea à la fin du mois d'août? On n'a pas besoin de faire l'économie d'une conférence qui a pour souci d'élargir la base de consultation des populations et même de participation de ces populations dans la recherche de solutions. L'initiative de la commission Moussongué que vous évoquez, et j'ai rencontré cette commission quand ses membres sont venus à Buea. Donc, c'est une initiative que nous avons tous saluée. Parce qu'effectivement, il était temps qu'une telle instance aille à la rencontre des populations. Parce que les initiatives qui ont précédé, notamment les délégations qu'on a dépêchées au nord-ouest et au sud-ouest en octobre 2017, avaient un caractère plutôt partisan. C'est-à-dire, c'est des adhérents de certains courants politiques qui ont participé à cela. Donc, par rapport à ça, l'initiative de la commission Moussongué était déjà une amélioration. Mais cette initiative n'est pas allée assez loin. Ceux qui ont pu être consultés, c'est ceux qui étaient à Buea et tout ça, pour le cas du Sud-Ouest. Et ça n'a pas été suffisamment représentatif. La base de consultation n'a pas été suffisamment large, etc. Donc, il y a encore la place pour améliorer. Même partant de l'initiative de la commission Moussongué, on veut faire mieux. On veut faire mieux par la qualité des débats, même contradictoires. Parce que voyez-vous, au sein des populations du nord-ouest et du sud-ouest, dans le cadre de ce problème, et surtout quand il s'agit de la forme de l'État, il y a on peut identifier trois courants majeurs. Il y a ceux qui sont en faveur, pour l'État unitaire, tel que nous l'avons aujourd'hui. Ils existent. Il y a ceux qui estiment que pour mettre un terme à ce qu'on qualifie de discrimination, marginalisation, assimilation et tout cela, il faut qu'on passe on retourne à l'État fédéral. Et il y a ceux qui pensent que, effectivement, la meilleure façon de mettre un terme à cette marginalisation, l'assimilation, etc., c'est de se séparer. N'est-ce pas? Bon. Les travaux de la commission Moussongué n'ont pas permis d'avoir un débat, une confrontation de tous ces points de vue pour voir effectivement lequel de ce point de vue. Vous pensez donc qu'il y a des questions importantes qu'on doit adresser, bien sûr, et qui n'ont pas encore été, qui ne sont apparues dans aucun document depuis tout à fait. Vous pensez à quoi, par exemple? Je pense par exemple à cette question de, si vous voulez, de forme de l'État. Je pense par exemple aux conséquences. Est-ce que vous savez parce que allez faire l'analyse en ce qui concerne l'accès aux institutions financières dans ce pays en termes de banques, à commencer par même la banque centrale, mettant à côté de la banque centrale, les banques commerciales. Allez voir, M. Frangois, quel est l'accès des Camerounais de ces deux régions en ce qui concerne la gestion des institutions financières dans ce pays. Et vous savez que qui dit gestion des institutions financières dit accès au financement, et qui dit accès au financement dit investissement
Et qui dit investissement veut dire amélioration des conditions de vie individuelle. Mais ne nous cachons pas la vérité. Hein? Ensuite, on a dit que, compte tenu de nos deux héritages coloniaux et nos deux systèmes de gestion, de systèmes éducatifs, il fallait enfin laisser aux anglophones, donner aux anglophones, comme pour parler vulgairement, leur université. L'université de Buea a été créée à la fin d'une grande lutte. Parce que les anglophones ont lutté pour la création de cette université. Il y a des propositions qui sont faites. Voilà, et au départ, on a reconnu le caractère dit anglo-saxon de cette université. Mais ces derniers temps, quelqu'un parle d'assimilation, on assiste à la dégradation de ce système de gestion de l'université de Buea en raison du fait qu'on n'a pas voulu respecter le caractère anglo-saxon. Vous faites allusion à quoi précisément? La façon même de gérer l'université. Comment est-ce qu'on devient doyen? Comment est-ce qu'on devient responsable de la désignation même la définition, l'élaboration de certains programmes, les examens pour l'entrée à la faculté de médecine et tout ça. Non, il y a des choses qui se passent. Et il ne faut pas qu'on continue à nier l'existence d'un problème qui existe. Pour revenir rapidement sur la question de l'accès aux institutions financières, c'est lié à quoi de votre point de vue? Cette difficulté qu'ont les populations originaires de ces régions-là à accéder à ces avantages-là. C'est lié de votre point de vue à quoi? C'est une forme d'ostracisme institutionnalisé ou c'est lié à la gouvernance de façon globale? Non, c'est lié à la gouvernance de façon globale. Et c'est peut-être pour cela que les gens font semblant de ne pas y prêter attention. Comme si pour dire, ah non, mais c'est comme ça pour tout le monde. Donc, mais pour les anglophones... Justement, là, ce n'est pas fondamentalement un problème anglophone. Ce n'est pas fondamentalement un problème anglophone, sauf que vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas différents systèmes de gestion, disons même de systèmes bancaires. Hein, des systèmes bancaires, n'est-ce pas? Donc, de toute façon, quand nous disons qu'on doit bien comprendre les problèmes anglophones, c'est qu'on doit effectivement créer les opportunités pour que les gens analysent les situations et les posent telles qu'elles sont. Ça, ce n'est pas dans un esprit de contestation, c'est plutôt de fournir la matière à ceux qui nous gouvernent de mieux appréhender ce problème et qu'on le résout comme on fait ailleurs. Alors, sur la question du timing, Dr Onzo, cette rencontre va avoir lieu à la fin du mois d'août. Oui. Et au mois d'août, à la fin du mois d'août, 29-30 août, on est pratiquement dans le sillage de l'élection présidentielle. Oui. Certains parlent d'un agenda caché. Non, effectivement, il y a ceux qui ont... J'ai entendu les gens parler effectivement d'un agenda caché. Agenda de qui? Qu'on cache de qui? Les prélats, dans leur initiative, effectivement, ont tenu compte du fait que le pays va vers des élections. Qui peut dire qu'on peut tenir des élections sereines dans les deux régions anglophones dans les conditions actuelles. Et c'est justement là le problème, parce que certains estiment effectivement que en organisant cette conférence-là, à ce moment précis, ce serait une forme de recherche d'un apaisement afin d'organiser justement ces élections de façon sereine et permettre aux candidats du RDPC de prendre un nouveau mandat, quitte à ce qu'après sauf par mauvaise foi. Sauf par mauvaise foi, en quoi est-ce qu'un environnement serein pour les élections va automatiquement bénéficier aux candidats du RDPC et non pas aux autres? Si on a une situation où
à partir du, je ne sais pas si c'est le 24 septembre, l'ouverture officielle de campagne. C'est le candidat du RDPC lui-même, lui seul, qui va sillonner les 2 régions. Bon, ce sera tous les candidats. Pardon? Ce sera donc tous les candidats. Tous les candidats, bien sûr. Donc, pouvoir alors, de ce point de vue, ça veut dire qu'on aide à l'élection, on aide à l'organisation sereine de l'élection présidentielle. Pour l'ensemble des candidats. Mais est-ce que là, le problème de fond sera réglé? Est-ce qu'après cette élection-là, puisque visiblement c'est comme une sorte de saupoudrage, selon ceux qui développent cette thèse-là, est-ce que ce ne sera pas une forme de saupoudrage visant à permettre, à planir pendant quelques jours les divergences et permettre le déroulement des élections, alors que sur le fond, les questions centrales ne sont pas réglées? Ouais, écoutez, les élections sont destinées à faire quoi? Ça va désigner un nouveau chef de l'État. Celui qui va gérer le Cameroun pendant les 7 années à venir, à compter de la date de proclamation. Les résultats. Les résultats, à la limite, la date d'investiture, n'est-ce pas? Bon, en quoi pensez-vous que les prélats qui ont convoqué ces assises aient la prétention de, à travers ces assises, déterminer lequel des 9 candidats sera président de la République? Non, ne ramenons pas les choses au ridicule. Non, et prêtez des intentions aux prélats. En quoi, d'abord, ils n'ont pas la capacité de déterminer les résultats, et une rencontre des anglophones destinée à mieux préparer la participation éventuelle des anglophones à un dialogue national sur le problème anglophone. Il faut être de mauvaise foi pour aller chercher, dire que c'est pour favoriser tel ou tel candidat pour les aux élections. Mais est-ce que vous savez que de l'autre côté, on peut aussi dire que parce que nous avons entendu certains dire de l'autre côté que non, si le prélat organise ont convoqué cette rencontre, c'est pour s'aimer la zizanie, perturber l'environnement, la situation, de manière à créer des troubles à la veille du lancement de la campagne pour les élections présidentielles. Donc, d'un côté comme de l'autre, on prête les intentions à ces prélats. Mais je ne pense pas que dans l'esprit des prélats, qui sont motivés par le degré de souffrance qu'ils observent au sein des populations, dans le milieu où ils sont, c'est ça. C'est leur motivation. Ça n'a rien à faire avec la politique. Et il ne faut pas que les gens évitent de s'attaquer aux problèmes en trouvant Pour rester dans le chapitre des critiques qui sont formulées contre cette initiative du cardinal, je prends à tout hasard une observation faite par le professeur Mwangué, qui est enseignant d'université et qui est par ailleurs vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, et donc qui est sur le terrain des droits de l'homme comme vous. Il a indiqué dans une interview que les préalables posés par les dignitaires chrétiens et musulmans pour la tenue de cette rencontre, notamment la libération des personnes interpellées dans le cadre de cette crise-là, ne tient pas, parce que ce serait une sorte de prime ou bien de promotion de l'impunité. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je n'ai pas suivi le professeur moi-même. Je dans la quintessence. Mais voilà, je n'ai pas suivi, donc je m'appuie sur ce que vous dites et j'espère donc que vous traduisez fidèlement sa réflexion, sa pensée. Si vous le faites, ma réponse sera la suivante. Premièrement, si on lit bien le communiqué des prélats, il ne s'agit pas des préalables ou des préconditions. Oui, des préalables. Les préalables, non. Les prélats disent clairement we pray the government. Nous prions, le gouvernement a fait ceci. We call upon the government. Nous appelons au gouvernement à faire ceci. Les prélats ne donnent aucune injonction
au gouvernement. Non, personne n'a parlé d'injonction. Mais voilà, donc il ne s'agit pas de préalable. C'est une question de bon sens, common sense. Pour qu'on ait de bonnes assises dans une conférence qui se veut inclusive. Mais c'est justement ça la question. Mais justement, qui se veut inclusive, le souhait de ceux qui organisent, c'est que la liberté soit accordée à tous ceux qui entrent dans les deux catégories qu'ils ont définies, de venir. Et il s'avère que parmi ceux-là, il y a certains qui sont en prison, il y a d'autres qui sont en exil, il y a d'autres encore qui se trouvent réfugiés à l'étranger. Et tout ce que les prélats ont fait, c'est de prier le gouvernement à faire en sorte que cela puisse participer. On sait que parmi eux... Justement, ils expliquent que cela n'est pas possible. Il s'agit des personnes qui sont rendues coupables des actes, des violations graves des droits de l'homme à travers des assassinats, à travers la destruction des immeubles, des biens publics. Le professeur vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, je suppose qu'il sait quand même qu'il y a le principe de la présomption d'innocence, n'est-ce pas? On a tendance à accuser les gens ici d'être l'apologie du terrorisme et tout ça. Il ne faut pas qu'on mette à côté tous les principes qui gèrent notre système de justice pénale. La personne qui est accusée ou bien qui est le présumé bénéficie d'une présomption d'innocence, n'est-ce pas? S'il y a ceux qui ont été jugés et condamnés, et que de telles assises soient organisées, qu'on dise que ceux-là, on ne peut pas permettre qu'ils viennent assister, ça se comprendrait. Mais pour les autres, ils n'ont pas encore été jugés, ils ne sont pas condamnés, ils bénéficient d'une présomption d'innocence en droit camerounais, premièrement. Deuxièmement, le professeur certainement sait que dans notre droit, il est accordé au chef de l'État le pouvoir d'amnistie, n'est-ce pas? D'arrêt des poursuites. Et même au ministère de la Justice, dans un cas, et dans l'autre, en ce qui concerne les d'ailleurs, cela a déjà été appliqué, cela a permis à Paul-Aya Abiné, Maître Abor, l'arrêt de justice, de poursuite. Et pourquoi est-ce que la loi camerounaise accorde ces prérogatives au chef de l'État ou bien au procureur général dans certains cas? C'est parce qu'on reconnaît qu'il y aura d'hypothèses, de situations où le bonheur de la nation, le bien-être, si vous voulez, de la nation, veut qu'on privilégie l'apaisement et tout ça à l'application stricte de la loi pénale camerounaise. Ça c'est transactionnel. Et dans la mesure donc où cette disposition légale, juridique existe, quel mal y a-t-il à ce que le prélat suggère que le chef de l'État, dans ces circonstances, s'en serve? Je ne vois pas le mal. Dans les critiques qui sont formulées contre ce projet, on a également entendu dire que le projet, cette initiative ne prend pas en compte le cas des torts qui ont été causés aux familles des victimes. Vous trouvez que c'est une critique qui n'a pas de sens? Mais absolument. Celle-là m'apparaît ne pas du tout avoir de sens. Quel est le lien entre le fait qu'on invite les Camerounais dits anglophones de venir s'asseoir, débattre de la situation qui prévaut dans leur milieu, et dans ce milieu d'ailleurs qu'il y a des victimes dont on parle, sauf si vous voulez parler seulement de familles, de Camerounais d'autres régions. Donc, les Camerounais ont été victimes de cette situation. Les Camerounais continuent à être victimes de cette situation. Et quelle que soit leur région d'origine, il est inadmissible que les Camerounais continuent à souffrir.
Et ce que le prélat ce qui anime le prélat, justement, c'est faire en sorte qu'on mette un terme assez rapidement que possible à la souffrance des populations. Il ne faut pas qu'on crée de nouvelles victimes. Bon, à partir du moment où on arrête de faire des victimes, rien n'empêche qu'on traite le cas de victimes qui existent déjà. Mais est-ce que pour traiter ce cas-là, on doit permettre qu'on continue à faire des victimes? Cela m'apparaît tout complètement illogique. Dr Mounzou, cette conférence générale anglophone va se tenir telle que vous le prévoyez à la fin du mois d'août. Oui. Au terme de cette rencontre, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous allez faire? Des propositions, des suggestions que vous aurez collectées au cours de cette rencontre? Encore une fois, le prélat, tel que je comprends la situation, ont pour souci d'aplanir la situation et ramener la paix, d'abord, dans ces deux régions. Et la clé à cela est détenue par le président de la République, qui est seul habilité à convoquer un dialogue national sur le problème anglophone. Et l'initiative des prélats est destinée à, en quelque sorte, faciliter la tâche du chef de l'État en lui fournissant deux éléments clés. Premier élément, une bonne compréhension de la totalité du problème anglophone, donc tous ces aspects. Et ces assises permettront effectivement à ce que les participants puissent, au cours de deux jours de débat, produire un document qui servira effectivement de document de travail à l'intention du chef de l'État quand il convoquera le dialogue national. Deuxième chose, la question a souvent été posée. Je n'ai pas entendu le chef de l'État lui-même poser la question de cette manière, mais ceux qui prétendent parler au nom du chef de l'État ou qui disent si le chef de l'État veut dialoguer, il va dialoguer avec qui? L'une des finalités de cette conférence, justement, c'est de répondre à cette question. Parce que une conférence générale de populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest permettra à ce que ces populations-là désignent leurs représentants. Parce que là encore, ne nous voilons pas la face. Personne ne refuse que nous avons des élus des populations de ces deux régions. Il y a des sénateurs, il y a des membres, il y a des députés issus de ces deux régions. Mais le constat est que dans le contexte de cette crise, et je ne vous apprends rien, il y a comme une rupture de confiance entre les populations et ceux qui, normalement, devaient les représenter. Pourquoi? Parce que, depuis le début de la crise, les populations ne sentent pas leurs députés et leurs sénateurs. De la même manière, leur élite politique, ministres et tout ça, la même chose. La même chose. Donc, ces populations, soyons honnêtes, reconnaissons le fait, c'est une réalité. Et tant qu'on n'aurait pas reconnu cela et qu'on continue à dire, on restera, reconnaissons que ces populations ne se reconnaissent plus dans la situation actuelle, dans leurs députés, leurs sénateurs et leur élite politique. Par conséquent, elles veulent agir directement. C'est pour cela qu'elles doivent
elles-mêmes désigner leurs représentants éventuels pour un dialogue éventuel avec... Bon, c'est quand même difficile d'admettre ça de façon aussi péremptoire, hein, docteur Monzo, que ces populations ne se reconnaissent plus à travers les élites ou les personnalités qu'elles ont élues il y a, c'est pas 5 ans ou récemment encore dans le cadre des élections sénatoriales. Bon, si vous croyez que c'est un jeu, non. Pour les prélats, et je dirais, je suis du même avis que ne jouons pas avec cette situation. La situation est grave, les faits sont là, donc ayons pour seul souci, et c'est le souci des prélats, ayons pour seul souci de faire en sorte que cette crise finisse et qu'on mette un terme à la souffrance de nos populations. Sinon, le reste en termes de, oui, est-ce que vraiment il y a perte de confiance, ça vraiment, c'est un jeu, mais on ne devait pas se livrer à ces jeux, parce que les faits sont là, les faits sociologiques sont là, tout le monde le voit. Docteur Monzo, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas évoquée et qui, de votre point de vue, peut être une question intéressante, préoccupante dans la gestion de ce projet lié à cette initiative du cardinal pour la conférence générale anglophone qui va se tenir à la fin du mois d'août? Oui, je pense que nous avons suivi les réactions de certains responsables, tels que le maire de Buea, qui, de l'entrée de jeu, a dit que la conférence n'allait pas se tenir dans sa ville, même si elle était autorisée par le chef de l'État. Et vous lui répondez quoi? Qu'elle va se tenir, la conférence? Non, je réponds que le maire a peut-être parlé un peu trop vite, dans la précipitation, parce que même en ce qui concerne les civilités, on sait que pour que le prélat décide qu'il y aura une conférence, il a fallu qu'ils se retrouvent d'abord. Vous avez vu, quand leur communiqué dit bien, ils se sont retrouvés pour examiner la situation du pays, prier, etc. Et quand ils ont décidé de convoquer la conférence, bon, ils ont partagé, ils ont annoncé cette décision au grand public à travers le communiqué. Mais ils savent très bien qu'entre l'annonce, la convocation de ces assises et la tenue de ces assises, certainement qu'il y a plusieurs rencontres qui avaient lieu de faire. Une visite de courtoisie à M. le maire de Buea pour mieux lui informer de cette situation et discuter, était envisagée. De la même manière, quand on va tenir une réunion, on ne demande pas d'aller d'abord voir le sous-préfet, dire, monsieur le sous-préfet, est-ce que vous acceptez que nous tenions notre réunion? Non, on déclare la réunion au sous-préfet, c'est ce que dit la loi. Et on le fait dans les limites d'un certain... dans les délais. Dans les délais prescrits par les textes, lesquels n'ont pas été dépassés dans le cas d'espèce. Donc, il y a des questions qu'on pose qui vraiment ne posent pas de problème, mais on veut créer des problèmes où il n'en existe pas. Je dis donc, je souligne donc qu'on ne doit pas créer l'impression, parce que certains ont tendance à dire, comme si les prélats qui ont convoqué ces assises ne respectent pas les autorités, ne tiennent compte de rien. Non. Ils savent très bien qu'il y a des notifications, des déclarations à faire, des visites de courtoisie à rendre, même des visites d'explication. Ils savent exactement ce qu'il y a à faire. Ils vont le faire.
Alors, docteur Simon Mounzou, je rappelle que vous êtes diplomate. Vous avez travaillé pendant plusieurs années à l'Organisation des Nations Unies, notamment comme médiateur dans la résolution des conflits. Vous étiez en Côte d'Ivoire entre octobre 2014 et août 2016 comme représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Vous avez également été chef par intérim de l'opération des Nations Unies sur les droits de l'homme au Rwanda et bien sûr directeur des affaires politiques à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo. Ça, c'est sur le plan international. Et sur le plan national, vous avez été en 1993 porte-parole du comité permanent de la All Anglophone Conference et membre du comité de rédaction des questions constitutionnelles issu de la tripartite de 91. Et vous venez d'être désigné par un groupe de dignitaires chrétiens et musulmans comme porte-parole et coordinateur du comité d'organisation de la conférence générale anglophone prévue les 29 et 30 août 2018. Et bien sûr, vous avez indiqué tout à l'heure qu'il ne faut pas oublier que vous avez été militant du RDPC, parti au pouvoir, où vous avez d'ailleurs occupé les fonctions de secrétaire national aux affaires économiques et sociales au secrétariat général du comité central du RDPC. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau, Dr Mounzou. Oui, rapidement, c'est pour dire que pour ajouter ceci. Le 23 janvier de cette année, j'ai été nommé par le secrétaire général des Nations Unies comme membre de la Commission internationale d'enquête pour le Mali, qui focalise surtout sur la situation des droits de l'homme au Mali. J'évoque ça pour dire que ça sert vraiment aberrant que je me consacre à cette situation dans d'autres pays et vous ne soyez pas suffisamment utile dans votre pays, le Cameroun. Et qu'on pense que je ne sois pas concerné par la situation dans mon propre pays. Infiniment merci, Dr Simon Mounzou, d'être venu sur le plateau d'Equinox Télévision. Merci. Merci. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette livraison donc, de ce soir. Prenons rendez-vous pour d'autres éditions. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.